Dans le débat, au cœur de notre débat ce soir, c'est une question qui va au centre même de la démocratie. La question de la séparation des pouvoirs, surtout de savoir si elle est ce soir compromise en France. Nous allons bien entendu parler ce soir des écoutes de l'ancien président Nicolas Sarkozy, une affaire qui s'est considérablement retournée contre le gouvernement ces derniers jours, puisqu'on en est à appeler à la démission de Christiane Taubira, la garde des Sceaux. La ministre de la Justice répond ne pas avoir menti dans cette affaire. Une nouvelle affaire, mais qui ne peut être comprise que dans le contexte d'anciennes affaires. On va jeter un petit coup d'œil dessus rapidement. Tout commence avec l'enquête sur un possible financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Elle est ouverte après des accusations selon lesquelles le régime de Kadhafi avait décidé de débloquer la somme de 50 millions d'euros pour la campagne de 2007. Pour l'heure, personne n'a été mis en examen, mais Nicolas Sarkozy a été mis sur écoute. Et c'est grâce à ces écoutes que la justice obtient des informations importantes et graves à l'égard de l'ancien président dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Donc, pour rappel, il s'agissait de soupçons de financement illégal de la campagne de 2007. Un possible conflit d'intérêts avait été évoqué avec le ministre du Travail, Éric Woerth, et Nicolas Sarkozy avait été mis en examen pour abus de faiblesse. Mais ces conversations avec son avocat révéleraient aussi qu'un avocat général proche de la Cour de cassation aurait tenu Nicolas Sarkozy informé de l'état d'un pourvoi en cassation concernant des agendas privés officiels saisis dans le cadre de cette affaire. Si les faits se vérifiaient, il serait constitutif de 2 infractions, la violation du secret de l'instruction et le trafic d'influence. Et pourtant, l'histoire des agendas ne se termine pas là, puisque leur contenu intéresse aussi d'autres juges, et ceci dans d'autres affaires, notamment ceux qui s'intéressent au temps où Christine Lagarde était ministre de l'économie et qui regardent de près si la sentence qui a mis un terme en 2008 au long conflit entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas était le fruit d'un simulacre d'arbitrage prise avec l'aval de l'Élysée. Un arbitrage bien sûr favorable à M. Tapie qui lui avait valu 390 millions d'euros. Donc, nous voici maintenant à l'affaire des écoutes ce soir. On en parle avec mes invités, des éditorialistes, puisque nous sommes privés de la présence de politiques à quelques semaines seulement des municipales. Bonsoir messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Donc avec moi en plateau, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication et fondateur d'Atlantico. Vous nous rejoignez très juste, on est ravis de vous voir, même à la dernière minute. Merci beaucoup. Aussi en plateau avec moi, Alain Gérard Slama, professeur à Sciences Po Paris et chroniqueur au Point, auteur de la littérature et politique également. Avec moi ce soir, Philippe Moreau-Chevrolet, communicant et chroniqueur pour le Nouvel Observateur et Le Plus. Et aussi ce soir également Jean-Marie Burguburu, président du Conseil national des barreaux, qui va nous permettre, j'espère, de mettre tout ça un peu plus au clair et de comprendre ce problème. On va s'interroger donc ce soir sur cette affaire qui a pris pour le gouvernement ces derniers jours, Alain Gérard Slama, une tournure très compliquée. On parle de boomerang. Tout ceci, alors que c'était Nicolas Sarkozy qui était au centre des affaires dont on vient de parler, se retourne très sérieusement contre le gouvernement en ce moment, puisqu'on en est à appeler à la démission de Christiane Taubira. Oui, c'est ça. J'espère que c'est pour de bonnes raisons qu'on en arrive à cet effet de boomerang. Madame Taubira, menti ou pas menti, si elle a fait quelque chose d'immoral, le mensonge, elle a fait aussi quelque chose d'idiot, puisqu'il était a priori normal qu'elle fût la première informée. Donc, je trouve assez étrange qu'elle se soit ainsi mise dans un mauvais cas. Jusqu'où ira ce mauvais cas? Vous savez, les jours passent et ne se ressemblent guère. Ce qui me frappe plutôt, moi, dans cette affaire, c'est à quel point on est en train de faire monter une mayonnaise en oubliant le point de départ fondamental, dont je pense que Maître Burguburu parlera beaucoup mieux que je ne saurais le faire, qui est la question des droits de la défense, et qui est la question de la disproportion entre la décision de mettre en place ces écoutes et, d'autre part, les présomptions dont vous avez fait état, qui ne sont pas négligeables, bien sûr, mais qui n'ont rien à voir avec une situation mettant en cause, par exemple, la sécurité de la nation. Là, je pense que si vraiment ce boomerang se produisait, pour la raison que je viens de dire, pour le fait que les Français sont conscients de ce problème-là et qu'ils se rendent compte que c'est leur liberté à eux qui sont en cause,
Je trouverais ça beaucoup plus utile et intéressant que la bronca contre Madame Taubira. Le problème donc de fond, Jean-Marie Burguburu, qui est un problème d'ordre judiciaire, de mélange de politique et de judiciaire, d'un problème de séparation des pouvoirs qui est très inquiétant. On voit aujourd'hui la colère des avocats. 500 écrivent, signent donc cette lettre pour parler du danger pour la démocratie de telles dérives, l'impérieuse nécessité de protéger le secret professionnel. Oui, mais la question n'est pas directement celle de la séparation des pouvoirs. Voyons la chose le plus simplement, le secret professionnel des avocats. Chacun sait qu'un client doit pouvoir parler à son avocat sans craindre d'être entendu. C'est vrai lorsqu'il parle au sein du cabinet de l'avocat, c'est vrai lorsqu'il se parle au téléphone, c'est même vrai lorsqu'un avocat va voir une personne détenue dans le parloir des prisons. La conversation reste secrète, non pas pour protéger l'avocat, mais pour protéger le client, en matière civile, commerciale ou pénale. Et ce secret professionnel, qui existe aussi à un degré différent chez les médecins et chez les ministres du culte, ce secret professionnel est une garantie de la liberté individuelle. Pensez aux régimes totalitaires dans lesquels ce secret n'existe pas. Ce secret est protégé en France, il est d'ordre public, c'est-à-dire qu'il est protégé par la loi au plus haut niveau, et violer le secret professionnel, c'est une infraction punie de peine de prison et de peine d'amende. Alors, lorsqu'un avocat parle à un client, il ne doit pas être entendu. Que s'est-il passé en l'espèce ? Nicolas Sarkozy a été placé sous écoute judiciaire. Sa qualité d'avocat n'intervient pas en l'espèce. Il est placé parce qu'il est soupçonné de financement irrégulier de sa campagne de 2007, donc avant son immunité présidentielle. Lorsque Nicolas Sarkozy parle, j'allais dire à n'importe qui, à ses amis, à n'importe qui, il n'y a pas de problème, il est placé sous écoute et les juges, les officiers de police judiciaire qui exécutent le placement sous écoute, on appelle ça l'interception téléphonique, enregistre, note tout, et les procès-verbaux remontent vers le juge d'instruction. Mais lorsque Nicolas Sarkozy parle à son avocat et que son avocat lui répond, le juge d'instruction n'a pas à tenir compte de ses propos. Ils ne doivent pas être enregistrés, ils ne doivent pas être transcrits. Et pourquoi ? Parce que c'est une violation du secret professionnel, et la loi a prévu, l'article 100-7 du Code de procédure pénale, une procédure spéciale pour mettre un avocat sous écoute. Et on a entendu ce soir que Thierry Herzog n'avait jamais été mis sous écoute, ce qui confirme la réaction que j'avais dans un communiqué que j'ai publié au nom du Conseil national des barreaux, qui est un établissement public. Ce n'est pas une association de bienfaisance, c'est un établissement public qui représente les 60 000 avocats de France. J'ai publié lundi un communiqué appelant à modifier les textes en vigueur à cause du détournement de procédure de ce qu'on appelle les écoutes par ricochet. C'est Nicolas Sarkozy qui est placé sous écoute, mais c'est son avocat qu'on entend, alors qu'on ne devrait pas tenir compte de ce qu'il dit à son client et de ce que son client lui dit. Et quand a-t-on entendu, je termine, dans ces conversations, c'est des contacts avec un magistrat qui sont transformés par le juge d'instruction en soupçons de trafic d'influence. On a donc découvert une infraction supposée chez un avocat, alors qu'on n'aurait pas dû le faire, puisqu'on ne peut placer un avocat sous écoute, et je termine, qu'avec des indices préalables. Et ici, il n'y a pas d'indices préalables, c'est au cours des conversations. Il y a vraiment un détournement de procédure. Donc c'est effectivement le dernier rebondissement ce soir, Jean-Sébastien Ferjou, le fait que l'avocat Nicolas Sarkozy n'avait pas été mis sur écoute par les juges. Oui, mais c'est ce qu'on avait cru comprendre, effectivement, et vous l'avez très bien expliqué à l'instant, c'est par ricochet. Donc de toute façon, oui, Maître Herzog n'était pas sur écoute, mais on entendait les conversations qu'il avait avec Nicolas Sarkozy, même sous un faux nom, qui lui parlait à Maître Herzog, donc c'est absolument hypocrite. Et au-delà des points techniques qui nous ont été, je trouve, très bien expliqués à l'instant, il y a quand même la question, et vous l'évoquiez vous aussi, Monsieur Slama, de la disproportion, parce qu'on est en train là de porter atteinte à un principe qui effectivement est un principe fondamental d'un état de droit, qui est celui du secret professionnel, mais comme il existe aussi celui du secret des sources pour les journalistes, ou comme il existe le secret médical dans d'autres circonstances, et qu'on atteint à ce principe-là. Pourquoi ? Vous vous rendez compte ? Pourquoi Monsieur Sarkozy a des contacts avec des hauts magistrats ? Vous vous rendez compte du scoop ? Mais oui, il a été président de la République. On en revient quand même à un moment à l'humain. Oui, il y a des gens
qui parle, de toute façon, on pourra mettre tous les moyens techniques qu'on veut. À un moment, faudra-t-il mettre des scanners avec des électrodes sur le crâne des gens pour voir s'ils sont en train de nous mentir au moment où ils nous parlent? Parce que c'est ça la question. Là, on a de plus en plus de moyens techniques et on va toujours plus loin dans l'intrusion. Mais ça ne vaut le coup, vous le disiez très bien tout à l'heure, que dans la mesure où la nature du délit ou du crime qu'on pourrait découvrir est énorme. Là, on est dans rien de tel. Vous parliez de Madame Taubira aussi. On voit bien que là où de toute façon il y a l'humain, c'est qu'elle brandit ses papiers. Là, c'est plus, on n'est plus dans les écoutes. On est, Patrick Buisson, son dictaphone se déclenchait à l'insu de son plein gré. Madame Taubira se dénonce à l'insu de son plein gré. Effectivement, voilà, on en revient à l'humain, mais c'est un point important aussi. Il faut garder du bon sens. Et premier point d'ailleurs en matière de bon sens d'ailleurs sur toute cette enquête-là. Mais c'est juste une question de bon sens que je pose. Dans une campagne présidentielle dont le financement était limité à 22 et quelques millions d'euros, cacher 50 millions d'euros dans des comptes en provenance de Libye ou d'ailleurs, ça me paraît une opération assez stupéfiante. Je n'arrive pas bien à comprendre comment ils auraient pu dépenser 50 millions d'euros dans la campagne 2007 de M. Sarkozy sans que personne ne s'en rende compte. Vous avez raison, pardon, excusez-moi. Oui. Il y a effectivement une dérive. Les écoutes téléphoniques sont techniquement de plus en plus faciles. Vous savez même qu'il va y avoir un centre nouveau qui doit être inauguré début avril, qui sera géré par Thales, une société privée. Maintenant, on peut facilement écouter n'importe quelle conversation avec quelques clics, alors qu'avant, c'était les branchements compliqués. D'autre part, ces écoutes téléphoniques prévues pour le grand banditisme, pour le terrorisme, ont une durée légale initiale de 4 mois. Un juge doit donc les renouveler. Si on apprend que Nicolas Sarkozy a été placé sous écoute depuis septembre 2013, il a fallu renouveler une fois cette autorisation. Et effectivement, ce sont des moyens qui apparaissent disproportionnés. On est là un peu dans une dérive générale à la Big Brother, où vraiment on est en dehors des moyens normaux d'une instruction pour rechercher des infractions supposées qui ne touchent ni le terrorisme, qui menace l'État, ni le grand banditisme auquel il faut mettre fin. Alors pourquoi justement cette dérive, Philippe Rochevrelet ? La dérive vers la transparence, c'est pas une dérive, c'est un phénomène de fond qu'on constate en politique, qui est qu'aujourd'hui les hommes politiques sont en représentation devant les caméras 24 heures sur 24. Quand vous êtes Nicolas Sarkozy ou François Hollande, quand vous sortez de chez vous, vous êtes déjà un homme public, vous n'êtes déjà plus, vous êtes dans une représentation. Dès que vous prenez votre scooter la nuit, vous êtes visible, il est normal que vous soyez vu. Pour Sarkozy, ça va très très loin puisqu'on va écouter ses conversations à son insu, on va lire les retranscriptions de ses conversations dans la presse. Il y a probablement une centaine d'heures d'enregistrement effectués par Patrick Buisson qui se balade quelque part dans la nature et qui pourront peut-être ressurgir un jour. On est face à un homme politique dont toute la vie devient relativement exposée, transparente, jusqu'à peut-être aller trop loin et à violer son intimité, ce qui est peut-être quand même vrai, notamment pour Patrick Buisson. Et après, la question, pour moi, dans cette affaire, c'est l'amateurisme du gouvernement qui me frappe, moi. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui avaient parti gagné face à un Sarkozy qui est pilonné par les affaires. Il est talonné par les juges, il passe la moitié de son temps dans le bureau des juges d'instruction ou avec ses avocats, donc on en fait même des plaisanteries dans le Canard enchaîné ou ailleurs, donc il était normal de continuer à taper quand on est le gouvernement sur cette cible, qu'après tout est devenue une cible un peu évidente. Au lieu de ça, ils sont arrivés à se tirer une balle dans le pied et c'est eux qui se retrouvent en accusation. Et ça, c'est, comme le dit Le Monde, le match entre des amateurs. Eux sont des amateurs au gouvernement et les professionnels, et Sarkozy est un professionnel. Et on est face à des communicants amateurs qui jouent à faire le gouvernement et Sarkozy qui lui veut revenir au pouvoir, qui est très très fort et qui a envie et qui se bat avec toutes les armes de la communication moderne et qui est en train de leur mettre une raclée alors qu'il n'y avait pas de raison. Voilà. Pour Alain Gérard Slama, donc cet acharnement politique, puisqu'on parle bien de ça, qui aurait mené à cette dérive, le plus choquant dans l'histoire, c'est ça, c'est que finalement le gouvernement puisse intervenir de cette façon dans le judiciaire, puisse s'acharner contre l'ancien président de cette façon-là, si c'est bien le cas. Alors, qu'il y a un acharnement, ça c'est absolument évident. Qu'il soit intentionnel, ce qui me gêne dans le débat actuel et la manière dont il est présenté, c'est l'abus des procès d'intention, y compris d'ailleurs ce que les avocats adressent aux juges. Mais vous me répondrez sûrement sur ce point. S'il y a acharnement, au départ, il n'est pas d'ordre politique, il est judiciaire. Voilà. Et la justice est indépendante, il faut le savoir. Oui. Monsieur Tournaire, le juge d'instruction, est un homme diablement indépendant. Les magistrats du parquet, eux, sont hiérarchisés, reçoivent des instructions, remontent des informations. Ils ont une certaine indépendance personnelle, mais ils sont tenus par une hiérarchie. Mais les juges d'instruction, il y en a plusieurs aux trousses de Nicolas Sarkozy, sont indépendants de telle sorte que l'acharnement, initialement, est judiciaire. Mais vous voyez très bien,
vous voyez très bien qu'il y a cette indépendance, elle est indiscutable, mais elle n'est pas totale par rapport à l'opinion publique et par rapport aux demandes de la société civile et aux demandes des politiques eux-mêmes. Regardez comment s'est comporté M. Copé quand il a été embarrassé par des attaques visant sa gestion de l'UMP. Il a dit aussitôt, eh ben, puisque on me soupçonne, je jette le soupçon sur les autres et je leur demande de découvrir leur compte encore davantage que ce n'est le cas avec la législation actuelle. C'était hypocrite. C'était grotesque parce que ça ne servait à rien et c'était hypocrite parce qu'il disait aux autres soyez transparents pour que je le sois. On n'est pas honnête sous condition. Comme on est le dit honnête le général de Gaulle, pas. c'est vulgaire et subalterne. Je ne veux pas entrer dans les procès d'intention. Je veux non, essayer d'analyser le fonctionnement de notre société, où il y a une demande sociale, si vous voulez, de plus en plus lourde, de plus en plus forte, de contrôle, de transparence. C'est la société tout entière qui est engagée dans ce processus-là. Et c'est très curieux parce qu'au moins dans les pays anglo-saxons, vous avez un système juridique qui fait que c'est réglé sur le mode contractuel et par la société elle-même. Chez nous, dès que nous avons un problème comme ça, nous demandons une loi. Évidemment, nous plaquons, nous ajoutons au système anglo-saxon les inconvénients de notre système à nous. Et alors, c'est là que je trouve que c'est très, très embêtant et que le seul moyen d'en sortir, c'est évidemment de réviser un certain nombre de textes. Il n'est pas normal que l'article 100-7 que vous avez évoqué soit aussi large et sujet à une interprétation aussi large. Imaginez quelle serait la réaction de l'opinion si, par exemple, puisque normalement il y a maintenant un procureur financier récemment nommé par le pouvoir, si ce procureur avait refusé au juge d'instruction la poursuite de leur enquête et de leurs écoutes. On aurait dit aussitôt, mais regardez, mais enfin on nous cache des choses, on ne veut pas dire la vérité. On a donc une espèce de processus inflexible qui met moins en cause la qualité morale des gens, je vais être encore plus méchant que ça, que leur qualité intellectuelle. On va faire une petite pause là-dessus, on retrouvera nos invités dans quelques instants pour la deuxième partie du débat. Restez avec nous.